Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on est le 17 mars 2020. On va continuer le chapitre entamé déjà la fois passée. Bien sûr, la fois passée, on s'est arrêté vers l'étude de la flore intestinale directe chez l'homme. Aujourd'hui, on va continuer. Bien sûr, on a fait la répartition et la quantité des bactéries tout au long du tractus digestif. Mais aujourd'hui, on va détailler dans le contenu, ça veut dire la répartition de ces germes en genres bactériens. Donc, on peut dire globalement, pour la répartition au niveau du tube digestif, il existe 6 genres bactériens qui sont très répandus au niveau du tractus digestif. Il s'agit en premier lieu du groupe bactérien Clostridia, qui sont des bacilles gram-négatifs, souvent très sporulés ou bien sous forme sporulée, généralement ils sont mobiles via des flagellaires. Alors, lorsqu'on parle des Clostridies, bien sûr, les Clostridies, les voilà, ils sont très répandus, bien sûr, au niveau du côlon. Ils comportent, le tractus digestif, il comporte plusieurs genres de Clostridium, surtout particulièrement celles qui proviennent du sol. Il s'agit généralement de Clostridium butyricum. Mais certains sont pathogènes pour l'homme, selon le travail de Key en 2012. Il s'agit de Clostridium difficile et Clostridium perfringens, selon Redondo et al. En 2013. Ces deux, Clostridium difficile et perfringens, sont responsables de nombreuses infections graves. Associées aux soins hospitaliers provoquant des graves diarrhées. Alors, on sait que la capacité de sporulation de Clostridium les rend difficiles pour l'éradication du fait de leur résistance aux traitements chimiques. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les spores sont très résistants aux traitements chimiques et physiques. Il comprend aussi, le groupe Clostridie, il comprend aussi d'autres genres tels que les Ruminococcus. Voilà, les Ruminococcus qui sont toujours présents avec les Clostridium. Ils sont majoritaires présents dans les intestins. D'accord? Au niveau des intestins, il s'agit de l'espèce Ruminococcus flavefaciens. Qui est récemment classé parmi les Ruminococcus, parmi le genre Ruminococcus. Et précédemment, pourquoi? Parce que ils étaient reclassés parmi les Clostridium, s'appelait Clostridium blottia, mais actuellement ils sont appelés Ruminococcus flavefaciens. Donc ça, c'est concernant le premier genre, du premier groupe, il s'agit de Clostridia. Le deuxième groupe qui est très répandu, c'est bien les Enterococcus. L'Enterococcus SSP, ce sont des coques gram-positifs, non sporulés, anaérobies facultatifs. Dont les deux principales très reconnues des Enterococcus, il s'agit de Enterococcus faecalis et Enterococcus faecium chez l'homme. Il existe des effets bénéfiques d'Enterococcus faecium car elle inhibe la croissance de certains germes pathogènes d'origine bien sûr alimentaire. Maintenant, elle est maintenant utilisée comme probiotique. Ça veut dire cette Enterococcus faecium, elle est utilisée comme probiotique selon les travaux de Giraffa 2003. Mais ils sont classés parmi les pathogènes opportunistes. Il faut faire très attention concernant Enterococcus faecium. À l'origine de nombreuses infections intestinales selon le travail de Fischer et Philippe en 2009. Ça veut dire ils sont classés parmi les bénéfiques plus que les pathogènes. Pourquoi? Malgré leur pathogénicité, mais ce sont des pathogènes opportunistes. L'autre genre qui est très répandu aussi, il s'agit de Streptococcus.
Lorsqu'on parle des streptococcus, bien sûr, ils sont très répandus au niveau du génome. Les streptococcus, c'est des cocci gram-positifs, bien sûr, non sporulés, aéroanaérobies facultatifs. Ok? Elles sont responsables de larges panels de micro-organismes qui sont commensals. Ça veut dire qu'ils sont très répandus au niveau du duodénum et génome et ils sont bénéfiques. C'est aussi, elles rassemblent un large panel de micro-organismes qui sont commensals, tels que l'espèce Streptococcus salivarius, Streptococcus et ils sont parfois saprophytes, tels que Streptococcus thermophilus. Mais il existe certains streptocoques qui sont pathogènes. Il s'agit de Streptococcus pyogenes. Ils sont reconnus également par leurs propriétés bénéfiques avec l'utilisation en tant que probiotiques, tel que le cas de Streptococcus thermophilus. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des saprophytes, pardon. Alors, l'autre groupe bactérien qui est très aussi répandu au niveau des intestins, il s'agit de Eubacterium. Lorsqu'on parle des Eubacterium, on parle généralement de groupe de bactéries qui est dominant. Vous voyez avec moi, nous avons une flore dominante, une flore sous-dominante et une flore fluctuante. Ça veut dire de passage. On peut les trouver au niveau des selles. Bien sûr, ces prélèvements ont été réalisés au niveau des selles. Alors, lorsqu'on parle de Eubacterium, il s'agit d'un groupe hétérogène. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une seule bactérie, mais vraiment, c'est un groupe hétérogène. Pourquoi? Parce qu'il regroupe les bacilles à gram-positifs non sporulés, les Eubacterium. Ce sont des bacilles gram-positifs anaérobies strictes, non sporulantes bien sûr. La plupart des bactéries de ce genre ont une croissance très lente. Ils sont fastidieuses et généralement non réactifs aux tests biochimiques. Pourquoi? On ne peut pas vraiment les identifier au niveau des selles. Ils sont très difficiles à cultiver et à identifier selon les travaux de Danz 2001. Elles sont retrouvées fréquemment au niveau de la cavité buccale. D'accord? Ça veut dire au niveau du première phage ou bien de premier endroit de tube digestif. Il s'agit de la cavité buccale. Ils sont très fréquents au niveau de la cavité buccale. Et ainsi qu'elles sont très répandues au niveau intestinal. Notamment, il s'agit du genre Eubacterium lentum. Elles peuvent être responsables des infections dentaires au niveau de la cavité buccale. Donc, il s'agit des genres qui peuvent être présents au niveau de la cavité buccale. Certains sont saprophytes, certains d'autres provoquent des infections dentaires, telles que Eubacterium uri, mais aussi intestinales provoquant des endocardites infectieuses, telles que Collinsella aerofaciens. Donc, le groupe Eubacteria, c'est un groupe qui est très répandu au niveau du tractus digestif, particulièrement au niveau de la cavité buccale. Donc, je vais vous expliquer un petit peu sur la flore dominante au niveau de tube digestif. Nous avons, bien sûr, ils étaient prélevés à partir des selles. La flore dominante, bien sûr, qui est très répandue au niveau du tube digestif, il s'agit de certains bacilles gram-négatifs, il s'agit Bacteroides, Provitella, il s'agit de Fusobacterium, donc ils sont très répandus. Nous avons aussi des bactéries à gram-positifs non sporulés, tels que les Eubacterium qu'on a parlé, Bifidobacterium qui sont bénéfiques. Les coques à gram-positifs, il s'agit de Peptostreptococcus et il s'agit de Rhinococcus. Des coques gram-négatifs, il s'agit de Vienella. Des bacilles gram-positifs non sporulés, il s'agit sporulés, il s'agit de Clostridium. Et nous avons les archées tels que Methanobrevibacter smithii. Ça, c'est concernant les micro-organismes anaérobies stricts. Pour les micro-organismes aérobies et aérotolérants,
Il s'agit d'une flore sous-dominante. Pourquoi une flore sous-dominante? Parce qu'elle trouve de moins concentration de 10 puissance 5 à 10 puissance 8 unités de forme en colonie par gramme au niveau des selles. Il s'agit de Escherichia coli, Enterococcus et Lactobacillus. Alors, Lactobacillus, ils sont les aérotolérants, ce ne sont pas des aérobies. Ou bien, on peut particulièrement dire qu'il s'agit de aéro-anaérobies facultatifs. Pour les micro-organismes aérobies et aérotolérants qui sont fluctuantes, ça veut dire moins de 10 puissance 5 au niveau des selles, ça veut dire elles peuvent être présentes ou absentes. Nous avons certains Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Citrobacter pour la famille des Enterobacteriaceae et d'autres tels que Pseudomonas, Bacillus, Staphylococcus et Streptococcus. Pour les levures, nous avons certains candidats qui peuvent être présents au niveau des selles avec une concentration de 10 puissance 2. Pour l'autre grand groupe qui est très répandu au niveau de tractus digestif chez l'homme, c'est bien Lactobacillus. Lactobacillus, il s'agit des bactéries gram positifs aéro-anaérobies facultatifs qui sont capables de convertir lactose en acide lactique parce qu'ils sont classés parmi les bactéries lactiques. Elles sont généralement commensales. Elles se trouvent principalement au niveau de tractus digestif et au niveau de vagin chez la femme. Elles sont fréquemment utilisées autant que probiotiques pour leur effet protecteur contre les pathogènes. Par exemple, pour lutter contre les pathogènes de la flore intestinale, afin de lutter par exemple contre les diarrhées chez les jeunes enfants, selon les travaux de Reiners et al. En 1997. Vous voyez avec moi le diagramme de tractus digestif sur la distribution des bactéries, unité formant colonie par millilitre, dans des différents segments. Alors, si on voit que Lactobacillus, elle se trouve au niveau de l'estomac, pourquoi? Parce que ce sont des bactéries acidophiles, avec un pH, bien sûr, en fonction de pH, avec un pH qui peut être au voisinage de 2, ça veut dire un pH vraiment acide, ce qui rend la sélectivité de certaines souches qui peuvent être présentes. Il s'agit particulièrement de certaines espèces du genre Lactobacillus, Streptococcus, Helicobacter et Peptostreptococcus, qui peuvent être présents, bien sûr, en concentration minimale, c'est 10 puissance 2. Par contre, lorsqu'il s'agit de Duodenum, Jejunum et Ileum, les grandes espèces qui peuvent être présentes, il s'agit des espèces du genre Streptococcus et Lactobacillus. Donc, Lactobacillus, elle est présente au niveau de l'estomac et elle est présente au niveau des intestins. Ainsi qu'on peut la trouver au niveau du vagin. Donc ici, il n'est pas mentionné, mais on peut la trouver au niveau du vagin. Avec le pH, l'augmentation de pH, on observe la présence de certaines espèces et la disparition d'autres. Par exemple, la présence de Lactobacillus, là où il y a le pH est acide, entre pH 2 et pH 4, jusqu'à pH 5, mais au-delà de pH 6 et 7, on aura l'absence, bien sûr, de Lactobacillus. Donc, ce qui dit que leur fonction, parmi les facteurs limitant la croissance de Lactobacillus, c'est bien le pH. Ensuite, nous avons les Peptostreptococcus. Les Peptostreptococcus, ce sont des coccigrammes positifs anaérobies strictes, non sporulantes. Ils sont présents au niveau du côlon, bien sûr, avec les Clostridia et Lactobacilles. Lactobacilles, ils peuvent être présents, mais minimum au niveau c'est au niveau de l'Ileum et Jejunum plus que le côlon. Elles font partie de la flore commensale de l'homme et des animaux, Peptostreptococcus toujours. Ils sont associés à plusieurs types d'infections humaines, malheureusement, liées à Peptococcus manius. Et nous avons autre grand groupe bactérien qui est très présent au niveau de tractus digestif. Il s'agit de Bacteroides. Alors, ils sont présents dans le genre de Bacteroides, Prevotella et Porphyromonas. Donc, ces trois genres qui font le groupe de bactéroïdes, les bactéroïdes. Donc, ce sont des bacilles à grammes négatifs, non sporulantes et anaérobies strictes, associées parfois aux infections humaines. Pourquoi certaines bactéries sont associées aux infections? Parce que lorsqu'elles dépassent un certain seuil,
Donc, elle devient automatiquement pathogène. Bacteroides fragili est la plus pathogène ou bien est le pathogène opportuniste le plus fréquent des genres selon les travaux de Lieu et al. En 2003. Au niveau du côlon, on peut trouver quelques genres tels que les espèces telles que Bacteroides fragili. Et au niveau du côlon, on peut trouver la dominance de ce groupe de bactéroïdes de 9 à 42% des bactéries totales, bien sûr, qui ont été étudiées au niveau du côlon et au niveau des appendices. Ce qu'on appelle le gros intestin. Donc, on peut parler généralement sur la répartition de bactéroïdes au niveau du côlon plus que les autres endroits. Le dernier groupe à voir pour aujourd'hui, c'est bien les Actinobacteria. Lorsqu'on parle des Actinobacteria, donc les Actinobacteria sont représentés par les Bifidobacterium et Atopobium. Les actinobactéries, ils sont moins systématiquement détectés en dominance, mais ils sont présents en moyenne de quelques pourcentages des bactéries totales de la flore du tube digestif ou bien de microbiote. On y trouve les bifidobacterium de taux de entre 0,7 à 10%. Donc, il s'agit des bacilles gram positifs, anaérobie stricte. L'espèce Bifidobacterium bifidum est la plus représentative ou bien la plus reconnue au niveau du tract digestif et elle est considérée comme, ça veut dire la Bifidobacterium bifidum, considérée comme un probiotique pour son maintien de l'équilibre microbien en évitant la prolifération des bactéries pathogènes, selon les travaux de Garmon et al. En 2002. C'est pour ça certains yaourts sont produits à base de Bifidobacterium bifidum et Bifidobacterium longum afin de maintenir l'équilibre du pH au niveau de l'intestin, au niveau de l'estomac, et parfois elle inhibe la croissance de certaines bactéries pathogènes. Donc, pour récapituler, on peut dire que, le dernier groupe, avant de récapituler, le dernier groupe qui est présent, bien sûr, il s'agit de groupes de phylum Proteobacteria, qui sont représentés généralement par la famille des Enterobacteriaceae. Donc, il s'agit de Enterobacteriaceae tels que Escherichia coli et Klebsiella. Ils sont en quantité moindre dans la matière fécale. On peut les trouver au niveau de la matière fécale, représentant entre 0,4 à 1%. Bien sûr, lorsqu'on définit ce groupe bactérien, il s'agit de bacilles gram-négatifs, anaérobies facultatifs non sporulantes. Elles sont commensales de l'intestin de l'homme et des animaux et constituent la majorité de la flore digestive, malgré leur pourcentage moins par rapport aux autres. Le genre représentatif de ce groupe de la famille des Enterobacteriaceae, il s'agit de, généralement, Escherichia coli, au niveau de l'intestin de l'homme. Donc, elles peuvent être pathogènes et parfois provoquent des diarrhées. Mais quand est-ce qu'on aura ça? Lorsqu'elles dépassent leur seuil de présence au niveau des intestins, selon les travaux de Kurikawa et al. En 2013. Donc, on peut dire que la présence de ces micro-organismes est très importante pour les différents rôles au niveau de la cavité buccale, en commençant par la bouche, l'estomac, l'intestin grêle au niveau du côlon. Donc, la présence de ces micro-organismes, bien sûr, nous donne une idée sur les différentes fonctions des parties de tube digestif. C'est pour ça qu'on dit que les bonnes bactéries jouent un rôle majeur dans l'immunité. Elles freinent la multiplication des bactéries pathogènes. Pourquoi? L'immunité, parce qu'ils se protègent, ils jouent un rôle de protection. Les bonnes bactéries, parfois, nous avons de couleur verte, telles que lactobacillus, qui sont présents au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin grêle et au niveau du côlon, lactobacilles. Donc, mais il existe différentes espèces.
Pour les bactéries qui peuvent devenir nocifs, il s'agit de Streptococcus, il s'agit de Enterocoque et il s'agit de Bacteroïdes, de Corynebactéries, il s'agit de Candida albicans comme levure au niveau du côlon, il s'agit des la famille Enterobactéries telles que Escherichia coli, Klebsiella. Il s'agit de bactéroïdes et streptococcus qui peuvent être pathogènes lorsqu'elles se déplacent au niveau de tube digestif. Et nous avons certaines bactéries qui sont pathogènes, qui peuvent être au niveau de l'estomac, telles que Helicobacter pylori, qui est pathogène au niveau de l'estomac. Leur présence, c'est un signe de pathogénicité au niveau de l'estomac. Les staphylocoques. Nous avons aussi les Clostridium et Pseudomonas au niveau du côlon. Donc, certaines bactéries sont classées parmi les bonnes, d'autres parmi les qui peuvent être nocives et d'autres parmi les pathogènes. Donc, il existe vraiment une microbiote intestinale très importante, bien de tube digestif, bien de tract digestif, très importante, qui fait la défense contre la prolifération de ces germes pathogènes. Alors, jusque-là, on a terminé avec la répartition, le fonctionnement. Maintenant, on va passer vers l'étape suivante qui sont, après avoir terminé avec les jeunes âges, on ira vers les personnes âgées. Alors, pour les personnes âgées, nous avons différentes modifications qui peuvent être présentes au niveau des personnes âgées parce qu'il s'agit de variation de nutriments. Alors, les nutriments, c'est eux qui vont influencer sur la présence ou bien l'apparition ou la disparition de certains germes par rapport aux autres. Alors, nous avons une modification concernant les personnes âgées. Lorsqu'on parle des personnes âgées, dans notre cas, c'est le cas de personnes à partir de 65 ans. Peu d'études ont été menées là-dessus. Pourquoi? Parce que les personnes âgées ne sont pas disponibles pour faire des travaux ou bien d'autres. Donc, on peut y avoir une augmentation de Clostridium, selon certaines études, une augmentation de Clostridium au niveau des intestins, une augmentation de Clostridium, donc, qui peuvent être pathogènes à certains cas, donc il s'agit des firmicutes. Les Enterobacteriaceae, généralement, les Enterobacteriaceae, ils sont très répandus pour les personnes âgées. Donc, il s'agit des Enterobacteriaceae. Il s'agit aussi de certains Bifidobacterium, mais elles sont moins par rapport aux autres, par rapport aux firmicutes et par rapport aux Enterobacteriaceae. Donc, les Bifidobacterium sont moins par rapport aux phases précédentes. De plus, il existe une modification au niveau de balance des firmicutes avec les firmicutes qui sont représentés par les Bacilli, Clostridium et Rhinococcus par rapport aux bactéroïdes. Donc, il existe une variation de cette balance avec une nette augmentation de bactéroïdes et une perte de certaines firmicutes qui sont des anaérobies et qui sont très, très, très importants au niveau de la digestion. Bien sûr, tout ça, cette balance, ce constat, selon les travaux de Duncan et Flint en 2013. Et enfin, si on veut récapituler, on peut dire que la diversité et la fraction non cultivable de la flore augmentent avec l'âge, selon les travaux de Goulet en 2009. Donc, on peut dire que majoritairement, la présence de bactéroïdes et de firmicutes et la balance, bien le pourcentage entre les deux, représente une valeur importante pour dire que la personne est en bonne santé ou bien en mauvaise santé. D'accord? Donc, on peut y avoir une augmentation parfois et une diminution selon, bien sûr, selon l'aliment et selon l'âge. Après avoir terminé cette partie, je vous remercie de votre attention. On se voit pour demain, Inch'Allah, et continuer
la prochaine partie qui sont les grandes fonctions de microbiote intestinal. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à les laisser au niveau du commentaire. Et à demain, Inch'Allah. Merci. Alors finalement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire aux commentaires où je peux répondre aux questions à la prochaine séance. Ou bien, si vous avez des questions, veuillez les poser ou bien veuillez les laisser aux commentaires pour répondre au début du prochain vidéo. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.